Bien sûr, j'étais un peu fou. Ces mots sont de l'américain Roland Free. Il les a prononcés après avoir établi un record de vitesse à moto aux États-Unis sur la surface plane du Salar de Bonneville. Ce fou, allongé sur sa moto en simple maillot de bain, sandales de plage et casque, a atteint en 1948, sur une moto Vincent Black Lightning, la vitesse de 241 km à l'heure. À ce moment-là, la performance de Rolly n'était pas un record du monde absolu, mais cela paraissait vraiment fou. Et pour y parvenir, il ne fallait pas seulement de la motivation, mais aussi une pincée de la haine envers Harley Davidson. Il se trouve qu'en 1923, la société de Milwaukee a trompé Roland alors qu'ils couraient sur leur moto. Rolly n'a pas oublié cet incident et en 1948, il a battu le record de Joe Petrali, qui courait sur une Harley Davidson et dont le record tenait depuis 11 ans. J'ai choisi de débuter cet épisode avec cette histoire. Les records de vitesse à moto marquent fortement l'histoire. Les histoires de pilotes courageux, les histoires d'équipes d'ingénieurs et de mécaniciens qui préparaient et créant les machines, les histoires de grandes chances et de revers frustrants. Dans cette vidéo, nous nous souviendrons de la personnalité du néo-zélandais Bert Munro, nous découvrirons pourquoi un aviateur américain a installé un moteur V8 sur un vélo, nous essaierons de comprendre ce que ressentait Rocky Robinson lorsqu'il est tombé sur son Streamliner à une vitesse d'environ 515 km à l'heure et, se trouvant à l'intérieur de cette moto, a fait 16 tonneaux, et nous découvrirons comment une faille dans le règlement de la FIM a permis de classer ce bolide à moteur à réaction comme une moto avec sidecar. Je vous invite à parler un peu des records de vitesse à moto. Vous êtes bon sur la chaîne Crass Moto. Bonne vidéo. To a new land speed record of 265 miles per hour. His best time, 140 miles an hour, 30 less than the record. 240, only 5 miles an hour under the present record. La vitesse et les différentes façons de se mesurer à cette vitesse font partie intégrante de l'existence de la civilisation humaine, sans doute depuis toujours. La vitesse, elle est partout. Tout a probablement commencé dans la nuit des temps, lorsque les chasseurs primitifs poursuivaient la mégafaune de l'ère glaciaire. Il y avait certainement des individus plus rapides et d'autres plus lents. Et l'esprit de compétition, il est dans le sang de l'Homo sapiens. Plus tard, l'homme a domestiqué plusieurs animaux, et en plus des courses à pied, il y a eu toutes sortes de courses hippiques, de courses de chars, et ainsi de suite. Les gens se mesuraient aussi pour voir qui était le plus rapide en bateau, à ski, etc. Au XVIIIe et XIXe siècle, le progrès a pris de l'ampleur, et l'humanité a eu accès à des inventions techniques comme la bicyclette, la locomotive, l'automobile, la moto, le bateau à moteur et l'avion. La dispute sur qui est le plus rapide s'est aussi installée ici. Il est difficile de dire quand le premier record de vitesse à moto a été établi. Logiquement, la première moto construite, en atteignant n'importe quelle vitesse, même la plus faible, est automatiquement devenue détentrice du record. C'est bien ce qui s'est passé. Beaucoup voient Tom Gottlieb Daimler comme le père de la première moto, la première dotée d'un moteur à combustion interne. Cependant, des motos à vapeur avaient déjà été créées avant Daimler. En 1867, l'Américain Sylvester Howard Roper a fixé un petit moteur à vapeur à un vélo en fer appelé Bone Shaker. Sylvester se demandait sans cesse à quelle vitesse sa création pouvait aller. Je ne doute pas que le Français Guillaume Perrault se posait la même question à Paris la même année, lorsqu'il a lui aussi équipé le vélo conçu par Pierre Michaud d'une propulsion à vapeur. Mais c'est Sylvestre Roper qui fut le premier démon de la vitesse dans le monde de la moto, et aussi son premier martyr. Roper est le véritable saint patron des motos, et il est mort pour le même péché qui entache les motards à travers les âges, la soif de vitesse. Le 1er juin 1896, on demanda à Roper, alors âgé de 73 ans, déjà un homme âgé, de faire une démonstration de la dernière version de son véhicule à moteur. Sa moto avait la réputation d'être la machine la plus rapide sur roue, capable de gravir n'importe quelle colline et de dépasser n'importe quel cheval. On invita Sylvestre à se produire au Charles River Speedway, une piste de course en bois pour vélo dans l'État du Massachusetts. Il a mis une raclée à tous les participants à vélo, atteignant une vitesse de 60 km à l'heure. Après plusieurs tours, Roper a été vu chanceler et ralentir. Il s'est approché de son équipe de soutien et s'est effondré, mort, dans les bras de son fils. Sylvestre ne s'est pas écrasé. Il a probablement eu une crise cardiaque à cause de l'excitation.
Roper est devenu le premier motocycliste décédé de l'histoire de l'humanité et, officieusement, le premier recordman. Mais les premiers records à moto ne viendront que lorsque cette industrie se sera un peu développée et qu'une série de premières marques de moto apparaîtra. Le premier record officiel, homologué par la Fédération internationale de motocyclisme, ou FIM, a été établi en 1920 lorsque Gene Walker, sur une moto Indian, a atteint à Daytona Beach la vitesse de 167,56 km/h. Mais avant cet événement, il existait une série de records non officiels. Les amis des épisodes aussi longs demandent un travail énorme. Rassembler le matériel et le compiler en un tout cohérent est une tâche difficile et longue. Et si, au cours du visionnage, la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aider les algorithmes de YouTube à promouvoir cette vidéo. Mettez un like, écrivez un commentaire, partagez avec vos amis. C'est la façon la plus simple et la meilleure d'aider ma chaîne. Merci. Les pionniers de la construction de motos ont très vite compris l'efficacité de la participation aux courses et aux épreuves de vitesse comme outil pour attirer des acheteurs potentiels et promouvoir leur marque. Qui ne voudrait pas acheter la moto la plus rapide ? Le premier record, universellement reconnu, appartient à l'Américain Glenn Hammond Curtis, motoriste, concepteur de motos et pionnier de l'aviation américaine. En l'an 1903, sur une moto de sa propre conception équipée d'un moteur bicylindre en V d'1 litre de cylindrée et de 4 chevaux, à Yonkers, dans l'État de New York, Glenn a atteint la vitesse de 103 km/h. C'était la vitesse moyenne sur une distance d'1 mile. Déjà un an plus tard, en 1904, Curtis a construit une moto de course plus puissante. Son bicylindre développait 5 chevaux. Avec celle-ci, il s'est rendu à Daytona Beach pour participer aux essais de vitesse. Il a battu tous les records de l'époque sur des distances allant de 2 à 10 miles, affichant une vitesse moyenne de 108,48 km/h sur la portion de 10 miles. Les premières réalisations des pionniers de la construction de motos sont impressionnantes. Ils ne disposaient pas d'équipe d'ingénieurs et de concepteurs, ils n'avaient pas de banc dynamométrique, ni d'ordinateur pour les calculs, et ainsi de suite. Tout était fait par pur enthousiasme. Les pièces et composants étaient non faites à la main. Toute erreur de calcul pouvait être fatale lors des essais de la machine. À notre époque, le monde a fait d'énormes progrès. Désormais, si une pièce de votre machine tombe en panne, vous n'avez plus besoin de courir à la grange, de couler de la fonte dans un moule en sable et de limer la pièce à la main pendant une semaine. Dès cette même année, 1905, Curtis sera surpassé par un autre casse-cou moustachu. Voici le Français Henri Césac. La course de vitesse a eu lieu le 27 juillet 1905 dans le cadre des compétitions Brighton Speed Trials à Brighton, au Royaume-Uni. Césac a parcouru 1 km en 25 secondes et 6 dixièmes. Cela signifie que sa vitesse moyenne était de 140,6 km/h. Remarquez que la compétition se déroulait au format du kilomètre lancé, ce qui signifie que le départ se fait à partir de l'arrêt, à l'état immobile. Il s'avère qu'à l'arrivée, Césac filait à toute allure, à 160 voire 170 km/h. D'après les résultats finaux, Henri a dépassé avec assurance tous ses adversaires et est devenu le détenteur du record. Césac concourait sur une moto de la société Peugeot, équipée d'un moteur en V d'1,5 litre développant 14 chevaux. Ce moteur pesait 27 kg et toute la moto 50. Henri Césac n'était pas un novice. Il a beaucoup participé à des courses littéralement depuis l'apparition des motos, comme le montre cet extrait de journal du 26 décembre 1901. Le record d'Henri a tenu jusqu'au 5 août 1911, quand Jake de Rosier a atteint 142,84 km/h à Brooklands. Cependant, le format des courses était un peu différent, et certaines sources considèrent que Césac est resté recordman encore quelque temps. Henri avait une immense passion pour la vitesse, qui s'étendait aussi aux 4 roues, et malheureusement, c'est justement à grande vitesse qu'il a perdu la vie. Il est mort lors du Grand Prix de France en 1908. Il roulait à 145 km/h dans une voiture panarde quand une roue s'est détachée et il a percuté des arbres. Revenons aux pionniers de l'aviation américaine. Vous pensez que Glenn Curtis se serait arrêté au résultat de 1905 ? Pas du tout. Dès 1906, il travaillait assidûment sur une moto qui inscrirait à jamais Curtis dans les annales de l'histoire. À la fin de 1906, l'engin était prêt. Il s'agissait en fait d'un vélo à moteur, comme l'étaient pratiquement toutes les motos de cette époque.
Mais avec quel moteur ? C'était un V8 conçu par Glenn d'une cylindrée de 269 pouces cubes. En unité normale, cela fait 4408 cm3, soit 4,4 litres seau. Il développait environ 36 à 40 chevaux à 1800 tours par minute et disposait d'un couple incroyable. À l'origine, le moteur était conçu pour l'aviation, mais Curtiss a estimé que c'est précisément ce moteur qui lui permettrait d'établir un record de vitesse terrestre. La moto pesait environ 125 kg. Elle n'avait ni boîte de vitesse ni frein dans sa conception. En effet, Glenn avait bien l'intention d'accélérer. Le couple était transmis directement du vilebrequin à la roue arrière par un arbre de transmission. Aucune chaîne ni courroie de l'époque ne pouvait supporter une telle puissance. En janvier 1907, le moment de vérité est arrivé. Curtiss est arrivé avec sa moto à Ormond Beach, en Floride. À l'aide d'une voiture, la moto a été lancée jusqu'à environ 65 km/h, après quoi elle a continué à rouler seule. La piste elle-même était composée de 3 parties. Les 2 premiers miles servaient à l'accélération, 1 mile pour enregistrer la vitesse et 1 mile pour s'arrêter. Le 24 janvier 1907, Glenn Curtiss, lors d'un essai, a atteint une vitesse vertigineuse pour l'époque, 219,31 km/h. Plusieurs personnes observant le passage sur le mile de contrôle et enregistrant le temps en sont arrivées à cette conclusion. Ce chiffre en a été obtenu en faisant la moyenne des résultats. Lors de la seconde tentative à moto, son moteur a commencé à tomber en panne et la vitesse a chuté à 145 km/h. Curtiss n'a pas pu continuer les essais à cause de la panne, et comme le meilleur résultat a été obtenu lors de l'essai, le record n'a pas été reconnu officiellement. Cependant, cela n'a pas empêché Glenn de devenir l'homme le plus rapide sur Terre. Vous avez bien entendu, c'est bien l'homme le plus rapide sur Terre. Le résultat de 219,31 km/h obtenu sur cette moto avec un V8 était un record absolu, bien que non officiel, parmi toutes les machines créées par l'homme à ce moment-là. Aucune voiture, ni locomotive ferroviaire, ni même l'aviation naissante n'avait jamais atteint une telle vitesse. D'ailleurs, parmi les gens, il existait un mythe selon lequel, en atteignant la vitesse de 200 km/h, le corps humain ne supporterait pas et les poumons éclateraient. Le record de Curtiss est resté inégalé pendant 4 ans parmi toutes les machines, et ce n'est qu'en 1930 qu'une autre moto a dépassé cette vitesse. La moto de Glenn Curtiss est encore aujourd'hui soigneusement conservée dans l'exposition du musée Smithsonian. Prenons quelques minutes pour nous détourner des pilotes, de leurs machines et des vitesses records, même si cette dernière nous sera utile. Il faut comprendre comment, dès le début du XXe siècle, on mesurait assez précisément la vitesse lors des tentatives de record. Pour certains, l'exactitude des résultats de l'époque est floue. Certains estiment qu'absence de compteur de vitesse rend ces résultats très douteux, presque fantaisistes, mais c'est une erreur. Assez rapidement, les premiers coureurs et les organismes responsables de l'enregistrement des résultats des courses ont compris qu'il était pratiquement impossible de déterminer avec précision la vitesse à un moment donné. Le niveau technologique de cette époque ne permettait tout simplement pas de le faire. Et ils ont choisi une autre voie. Il était possible de mesurer précisément la distance et de mesurer assez précisément le temps nécessaire pour parcourir cette distance. Par exemple, dès 1862, on savait déjà mesurer le temps avec une précision allant jusqu'à 1/5 de seconde. Et la chronophotographie, le prototype de la photo finish moderne, est apparue en 1887 lorsque le médecin physiologiste français Étienne Jules Maré a inventé un système combinant la mesure du temps et la capture d'images, le chronophotographe. En 1894, il a également inventé un système de prise de vue au ralenti, fonctionnant à une vitesse de 700 images par seconde. De tels progrès scientifiques et techniques ont permis d'organiser des courses au format du kilomètre départ arrêté et du mile départ arrêté. À l'arrivée, des spécialistes mesuraient le temps nécessaire pour parcourir la distance. C'est précisément dans ce format qu'Henri Cizac a établi son record. Parallèlement, un autre format est apparu, où le pilote accélérait sa machine au maximum sur une certaine distance, puis franchissait la section de contrôle à la vitesse la plus élevée possible. Ici, il fallait déjà 2 mesures de temps. Le temps d'entrée et de sortie sur la section de contrôle. Ainsi, le centième de kilomètre dans les résultats des courses de la première décennie du XXe siècle était tout à fait normal, et déjà dans les années 30, la précision atteindra le millième de kilomètre.
Déjà en 1928, il existait des chronographes capables de mesurer le temps avec une précision d'un centième de seconde. Ensuite, les dispositifs de contrôle chronométrique se sont seulement perfectionnés. Sur le Salar de Bonneville, qui est depuis de nombreuses années la Mecque de la vitesse, une piste dédiée aux courses est équipée d'un système électronique informatisé basé sur des émetteurs infrarouges de la société chronologique, permettant d'enregistrer le temps avec une précision allant jusqu'à 1 millième de seconde. Tous les records des années 1900 à aujourd'hui correspondent à la vitesse moyenne sur une distance donnée. La vitesse maximale peut parfois être un peu supérieure. Il est également devenu assez vite évident pour les détenteurs de records et l'organisme de régulation, dans notre cas la FIM, qu'il était nécessaire d'effectuer 2 passages dans des directions opposées. Tout cela parce qu'il existe un phénomène appelé le vent, et qu'en soufflant dans la direction du coureur, il peut l'aider à atteindre une vitesse un peu plus élevée, tandis qu'un autre recordman, qui roulera contre le vent, sera gêné et obtiendra un résultat inférieur. À cause du vent, depuis près d'un siècle, les tentatives de record se font sur la piste dans les 2 sens, et les 2 passages doivent avoir lieu en moins d'1 heure pour éviter un changement météo important. Le résultat final est considéré comme la moyenne arithmétique de la vitesse moyenne sur le tronçon de contrôle lors des 2 passages. Si l'une des conditions de la course n'est pas respectée, le record ne sera pas validé. Un record est considéré comme établi s'il dépasse la performance précédente d'au moins 1%. Revenons directement au record. Dans cette longue vidéo, je mets principalement l'accent sur les records de vitesse absolue à moto. Évidemment, la plupart de ces records sont ceux qui ont été couronnés de succès, qui ont été enregistrés et qui étaient conformes aux règlements en vigueur au moment de la tentative. Il existe en réalité de nombreux records, qui varient selon les catégories. Par exemple, la classification des courses par cylindrée moteur est apparue tôt. Et combien y a-t-il eu de tentatives pour battre le record de vitesse maximale qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont pas abouti? Impossible de les compter. À la fin des années 1910, la Fédération internationale de motocyclisme, en tant qu'organe régulateur de la majorité des compétitions de véhicules à 2 roues motorisés, était déjà suffisamment mûre pour enregistrer officiellement les records de vitesse. Et nous en arrivons maintenant à la personne de Gene Walker, et au premier record officiel. Beaucoup connaissent l'Indian le plus rapide de Burt Munro, mais ce n'était pas le premier record sur une moto de cette marque. Eugene Walker était un coureur professionnel américain et il a commencé sa carrière en livrant le courrier à Moto Indian lorsqu'il était tout jeune. En 1920, Gene est arrivé à Daytona Beach sur une Indian de course d'1 litre. Les chronométreurs, lors de sa course du 14e avril, ont enregistré une vitesse de 167,56 km/h, et jusqu'à ce moment-là, personne n'avait officiellement roulé plus vite à moto. Oui, il y avait Glenn Curtis qui en 1907 a atteint la vitesse folle de 219 km/h et quelques, mais comme vous vous en souvenez, ce n'était pas un record officiel, et le résultat a été obtenu lors d'un essai. Si l'on regarde le graphique des vitesses des motocyclistes, on peut observer un pic important en 1907, puis une chute jusqu'en 1930. Le résultat de Walker était extrêmement significatif. Cependant, dès 1923, la technologie américaine avait complètement disparu du sport motocycliste mondial. Les compétitions motocyclistes aux États-Unis se sont repliées sur des événements internes, dont beaucoup étaient radicalement différents de ceux du reste du monde. Mais cela ne signifie pas que les tentatives de battre le record se sont arrêtées. Aussi bien Indian que Harley-Davidson se sont disputés les records de vitesse. Dans les années 30, les ingénieurs ont commencé à réfléchir à l'aérodynamique, expérimentant différentes conceptions de carénage. En 1926, Johnny Seymour, sur une Indian équipée d'un carénage construit par le concessionnaire Indian d'Auckland, Hap Alzina a atteint la vitesse de 190 km/h. Toutes ces expériences, ainsi que le record de vitesse des États-Unis établi en 1937 par Joe Petrali sur une Harley-Davidson Knucklehead modifiée avec une vitesse de 219,165 km/h, donnaient aux Américains l'espoir de battre le record du monde. Mais cela ne s'est pas produit. Les Européens, surtout les Britanniques puis les Allemands, avaient déjà pris de l'avance. Et ce n'est que 50 ans après l'exploit de Gene Walker en 1970 qu'une moto américaine redeviendra la plus rapide du monde. Mais nous en parlerons un peu plus tard. Revenons au début des années 20. La prochaine amélioration du record de vitesse a eu lieu le 6 novembre 1923. Selon d'autres sources, cela s'est produit 4 jours plus tard, le 10.
L'Anglais Claude Temple a pris un cadre de moto de sa propre conception, l'a équipé d'un puissant moteur bicylindre en V de la société Anzani d'une cylindrée d'1 litre et de 2 arbres à cames en tête dans chacune des culasses. Et il a filé sur la piste de Brooklands, planant presque dans les airs au-dessus du tristement célèbre circuit Bosley. La vitesse moyenne de Temple était de 174,58 km/h. À partir de ce moment-là, FIM n'a plus eu besoin de traverser l'Atlantique pour enregistrer des records de vitesse à moto jusqu'aux années 1950, lorsque Bonneville est devenu le lieu de prédilection des coureurs en quête d'exploits toujours plus grands. La soif de vitesse ne cessait de croître. Dès l'année suivante, en 1924, le record a été battu 2 fois. Le 8 juin, Tommy Turner, sur une moto AGS spéciale de 800 cm3, a atteint une vitesse de 178,08 km/h. Et moins d'un mois plus tard, le 6 juillet, le pilote surnommé le magicien de Brooklands, alias Herbert Levaque, sur une moto Brogg Superior avec un moteur Jap, a établi un record à 191,5 km/h. Tous ces records ont été établis à Arpajon, en France. D'ailleurs, Levaque était ingénieur-développeur chez Jap Motors, où il est arrivé en 1921 en provenance d'Indian avec l'idée de créer un moteur supérieur qu'il appelait par la suite le tueur de Yankees. La principale bataille pour la vitesse dans la seconde moitié des années 20 et dans les années 30 se déroulera entre 3 petits ateliers aristocratiques britanniques. Il s'agit de Brogg Superior, Osborne Engineering Company et Zenith, ainsi que BMW. Il convient de noter que la concurrence entre les passionnés britanniques de grande vitesse était relativement saine. Bien sûr, il y avait de la jalousie, des rancœurs et de l'arrogance, mais le succès du premier essai de la moto BMW et la mise à jour du record de vitesse par Ernst N en 1929, ainsi que leur lutte continue dans les années 30 n'ont fait que renforcer la cohésion des Britanniques pour le prestige de la nation. Dans les années qu'au-30, ils s'opposaient non plus seulement aux Allemands, mais à l'Allemagne nazie. C'était devenu un combat idéologique sur le terrain des courses de vitesse. La réussite de la course à 191 km/h de Herbert Levaque sur la Brugg Superior en 1924 a mis Claude Temple dans une rage folle. Il considérait George Brugg, le créateur des motos Brugg Superior, comme un parvenu sans véritable expérience de course. Dans sa soif de vitesse, Temple s'est associé à la Osborne Engineering Company, qui avait des idées originales sur la conception du châssis et les systèmes de direction. La moto de record OEC était équipée d'une fourche avant et d'un cadre extrêmement inhabituel. En 2 mots, cette conception offrait une stabilité directionnelle incroyable. C'était exactement ce qu'il fallait pour une course en ligne droite. Le 5 septembre 1926, Claude Temple a atteint une vitesse de 195,44 km/h sur cette moto. Freddie Barnes, le propriétaire de Zenith Motorcycles, était un autre Britannique obsédé par la vitesse. Alors que Brugg Superior se concentrait sur la publicité et le spectacle, et que Temple, avec OEC, s'acharnait sur des conceptions complexes de cadres et de fourches, les motos Zenith visaient surtout à décrocher le plus grand nombre d'étoiles d'or à Brooklands. Zenith avait toutes les chances de battre le record, et le 25 août 1928, Owen Morgan Baldwin, à Arpajon, atteignit la vitesse de 199,99 km/h sur une Zenith d'1 litre. C'était un coup porté à l'orgueil de George Brugg. Il engage Bert Levaque, il peaufine le moteur, et le 25 août 1929, Levaque atteint la vitesse de 207,6 km/h. 60 km/h. Qu'est-ce qui réunissait toute cette technologie britannique ? Elle utilisait d'excellents moteurs Jap. Le plus haut de gamme était le Jap KTR, cependant même la perfection a ses limites. Et pour un gros bicylindre en V atmosphérique, 210 km/h et environ 55 chevaux de puissance maximale étaient le plafond. De nouvelles solutions étaient nécessaires. Les premiers prototypes de carénage sont apparus, améliorant les performances aérodynamiques des machines. Et pour augmenter la puissance, les moteurs ont rapidement commencé à utiliser la suralimentation. D'ailleurs, il y a quelques années, une émission sur les motos suralimentées est sortie sur ma chaîne. Je la recommande à ceux qui sont curieux. 3 semaines après le nouveau record de Bert Levaque, l'idylle de la domination britannique dans les records absolus a été perturbée par un nouvel acteur. Le génie teuton est alors entré en scène. Le 19 septembre 1929, Ernst Jacob Henner, sur une BMW BWR 750, a atteint la vitesse de 216,75 km/h sur la piste d'Ingolstadt, en Allemagne.
C'était la première utilisation réussie d'une moto équipée d'un compresseur pour augmenter la puissance. Les débuts des Allemands et de la technologie BMW ont poussé les Britanniques à oublier leurs querelles et à se rassembler au maximum pour prendre leur revanche. Désormais, Temple, Braff, Levac et d'autres collaboraient plus volontiers pour atteindre un résultat britannique commun. Le 31 août 1930, Joseph Wright a battu en France le record d'Ernst Henn sur une moto OEC Temple Jappé. Il a atteint la vitesse de UX 120,99 km/h. Cette course est remarquable car elle a dépassé le record non officiel de Glenn Curtis. Il a fallu pas moins de 23 ans pour créer quelque chose de plus rapide à deux roues que le Curtis V8. L'année 1930 fut très riche en événements. Les Allemands prenaient seulement de la vitesse et déjà le 21 septembre, Henn a battu le record, 221,67 km/h. Le 6 novembre, Joseph Wright à Cork, en Irlande, sur une Zénith, a atteint la vitesse de 242,59 km/h. L'obstination des Britanniques, apparemment, n'a fait qu'exciter davantage les Allemands. De plus, au milieu des années 30, les nazis, déjà au pouvoir, ont investi d'énormes sommes dans le sport, y compris dans les courses automobiles et motocyclistes. Cependant, de ce point de vue, on ne peut exclure que les démons de la vitesse de la brumeuse Albion aient aussi eu leurs investisseurs. Les 4 records de vitesse à moto suivants entre 1932 et 1936 appartiennent à BMW. Et parlons-en. Il faut dire quelques mots sur Ernst Henne lui-même, qui était au guidon des motos BMW et établissait des records, apportant du prestige à l'entreprise. Oui, j'ai déjà dit plusieurs fois que les records allemands des années 30 étaient soutenus par la puissance, l'influence et l'argent du NSDAP. Mais d'un autre côté, pour un pilote, piloter à plusieurs reprises la moto la plus rapide du monde, c'est un exploit audacieux de taille. Et Henn s'en sortait brillamment. Ernst est né le 22 février 1904. Par la suite, il a étudié pour devenir mécanicien et en 1923, il a commencé à participer à des courses. La première moto sur laquelle il a couru était une Megola. C'est une machine unique avec un moteur situé dans la roue avant. Et sur cette moto, Henn a pris la 3e place lors de sa première course. Ce gars avait du talent. Dès 1926, il était devenu champion d'Allemagne dans la catégorie 500 cm3 et un an plus tard, dans la catégorie 750 cm3. À ce moment-là, BMW était déjà devenue la principale entreprise de moto en Allemagne et Ernst en est devenu le meilleur pilote. Vous avez déjà entendu parler du premier et du deuxième record du monde d'Henn en 1929 et 1930, le 2 novembre 1932. Henn sur une BMW WR 750 a battu le record du monde avec une vitesse de 244,4 km/h. La course s'est déroulée dans les environs de la ville de Tat, en Hongrie. Henn battra son propre record 2 ans plus tard, le 30 octobre 1934 en Hongrie, dans la ville de Győr. Ernst affichera une vitesse moyenne de 246,23 km/h. Un an plus tard, le 27 septembre 1935, Ernst Jacob Henn atteindra la vitesse de 256,04 km/h sur la route M3 entre Francfort et Munich. Ce fut la première course où une moto dépassa la barre des 250 km/h. 10 km/h. Le 4e record consécutif, Henn l'a établi sur la même route M3 le 12 octobre 1936, mais cette fois sur une autre moto. Le modèle WR 750 avec compresseur avait atteint ses limites et une nouvelle RS 255, également suralimentée, est entrée en piste. Son moteur avait une cylindrée de 500 cm3 contre 750 pour le modèle précédent, mais elle était plus récente, avec une conception plus avancée et une puissance supérieure. La vitesse atteignait 272,11 km/h. Il ne faut pas considérer tous ces records comme s'ils se déroulaient en vase clos. Beaucoup d'autres ont essayé de dépasser le résultat de Kenney. Tout d'abord, les principaux concurrents des Allemands étaient les Britanniques. Et c'est le 19 avril 1937 que le pilote Eric Fernico a réussi cela dans la petite ville de Dion, en Hongrie. Sur une moto Brog Superior équipée d'un moteur Jap suralimenté, Eric a atteint la vitesse de 273,14 km/h et voici par exemple la moto monocylindre la plus rapide des années 30. Il s'agit d'une machine de course spéciale de la société belge Fabrique Nationale, conçue par Dougal Marchand. Le 500 suralimenté pouvait se vanter d'une puissance de 54 chevaux.
En 1934, le pilote Melio a atteint une vitesse de 220 km à l'heure. Le record absolu de vitesse suivant à moto a été établi par les Italiens le 21 octobre 1937. La surprise était-elle réelle pour les Allemands et les Britanniques ? Ce n'est pas certain. L'école italienne de construction motocycliste était solide et à la fin des années 30, les ingénieurs locaux testaient aussi la suralimentation. Le pilote Piero Taruffi, sur une moto aérodynamique Gilera équipée d'un 4 cylindres en ligne de 500 cm3 sur le circuit de Serenissima, entre les localités de Brescia et Bergame, a atteint une vitesse de 274,18 km à l'heure. C'était un nouveau record du monde, qui a tenu pendant 38 jours entiers. Le point final dans toute cette rivalité dans les années 30 a été mis par Ernst Jacob Henne, que nous connaissons déjà. Le 28 novembre 1937, sur une BMW bleue RS 255 aérodynamique à compresseur, Ernst Jacob Henne a atteint la vitesse de 279,5 km à l'heure. Au cours des 2 années suivantes, personne n'a pu dépasser ce résultat. Et le 1er septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale a commencé, et l'humanité n'avait plus vraiment la tête au record. Et le résultat de Henne et BMW tiendra jusqu'en 1951. La Seconde Guerre mondiale a évidemment influencé la tenue de toutes les compétitions mondiales. Et après sa fin, même les pays qui avaient moins souffert ont mis plusieurs années à se remettre de ce qui s'était passé. Aux États-Unis, la reprise a probablement été la plus rapide. Les amateurs de sensations fortes ont vite compris que la moto était une bonne solution au problème. Et les sportifs professionnels ont également continué leur quête de vitesse. L'un d'eux était Rolly Free. Oui, ce même homme dont la brève histoire du record a servi d'introduction à cet épisode. Roland a établi un record magnifique, et pas n'importe comment, en maillot de bain, chaussures et casque allongé sur une superbe moto Vincent. Et c'était un record de vitesse moto des États-Unis, mais Rolly Free n'a pas atteint le résultat d'avant-guerre d'Ernst Henne. Savez-vous ce qu'il y a de plus surprenant dans cette histoire ? Après la guerre, le record absolu de vitesse à moto sera de nouveau battu par les Allemands, malgré leur défaite, la destruction d'après-guerre, la fuite des cerveaux et tout le reste. Il existait une entreprise allemande de moto appelée NSU. En 1938, ces ingénieurs ont développé une moto de course avec un moteur en ligne de 350 cm3 suralimenté pour participer au Tourist Trophy sur l'île de Man. En 1939, la machine était encore très peu aboutie et aucune victoire en course n'a suivi. Après la guerre, NSU est rapidement revenu à la production de motos et plusieurs machines de course d'avant-guerre ont été conservées. Dans la mesure de ses moyens, l'entreprise a essayé de participer aux courses. Après la Seconde Guerre mondiale, les Allemands étaient exclus des compétitions internationales. Seules les courses en Allemagne de l'Ouest subsistaient. Et si, dès 1946, la FIM a interdit l'utilisation de la suralimentation dans les courses de moto en Allemagne, cette technologie était encore largement utilisée jusqu'au début des années 50. En 1949, en s'appuyant sur l'expérience acquise avec la 350 suralimentée d'avant-guerre, une machine avec un moteur de 500 cm3 a été créée. Le pilote NSU Wilhelm Hertz, comprenant qu'une moto suralimentée n'avait plus sa place dans les grands prix moto, a passé environ 1 an à convaincre la direction de l'entreprise, insistant sur le fait que cette 500 équipée, du carénage complet conçu par Reinhard Faxenfeld, pouvait faire briller la marque dans le domaine des records absolus de vitesse. Il a finalement obtenu gain de cause. Le 12 avril 1951, Wilhelm a établi un record absolu de vitesse à 290,322 km/h sur la autoroute A9 entre Ingolstadt et Munich, au guidon de la NSU Delphine Incarénée. La moto de 500 cm3, fonctionnant au méthanol, a été poussée jusqu'à 100 chevaux. Et ce n'était que le début, la moto de record était constamment améliorée. Hertz établira encore des records en 53, 54 et 56. Et nous reviendrons sur ces exploits et les motos de la marque NSU au cours de notre récit. Pour examiner le record suivant, nous devons nous rendre de l'autre côté de la Terre, en Nouvelle-Zélande. Et vous pourriez penser que nous allons maintenant parler de Bert Munro. Mais nous reviendrons plus tard à l'habitant de la ville d'Invercargill, qui a perfectionné son Indian pendant de longues décennies. Munro avait un compatriote tout aussi talentueux, également habitant d'Invercargill. En 1954, Russell Wright a établi le record néo-zélandais de vitesse à 230 km à l'heure sur une moto Vincent Black Lightning. Lors de cet événement, Russell fait la connaissance de Robert Burns.
Burns s'y connaissait en aérodynamique et en fabrication de carénage. Et il rêvait d'établir un record de vitesse à moto avec un sidecar. Mais Robert n'avait pas de moto puissante, alors que Wright en avait une. Et ce duo a conclu un accord. Burns a créé un carénage et a eu la possibilité d'utiliser la moto Vincent Black Lightning de Wright pour son record. Sur ces images de qualité pas très bonne, on peut observer le record de Robert Burns. Sur la Vincent, avec une troisième roue fixée sur le côté, en fait avec un sidecar, en décembre 54, il a atteint la vitesse de 260 et 1 km à l'heure. En 1955, l'heure de gloire de Russell Wright est arrivée. Le 2 juillet, la FIM a enregistré un nouveau record absolu de vitesse, 297,64 km à l'heure. Le plus étonnant, c'est que le record a été établi sur une moto Vincent pratiquement standard, à l'exception du carénage. Le modèle Black Lightning n'a été produit qu'à 31 exemplaires. C'était une version améliorée du modèle Black Shadow conçu pour la course. Son bicylindre en V atmosphérique développait 70 chevaux. À l'époque, c'était la moto de série la plus rapide. Peu de temps après le record de Wright, l'hebdomadaire anglais The Motorcycle lui a décerné une coupe et un chèque de 1000 livres sterling que Russell a partagé avec Burns. Le prix a été remis par le Premier ministre Sid Holland à la veille du départ du couple en tant qu'invité d'honneur au Salon de la moto de Londres. Dès cette même année 1955, une tentative a été faite pour surpasser le néo-zélandais Russell Wright. Et maintenant, nous allons faire connaissance avec le pilote texan Johnny Allen, qui est surtout connu pour ses nombreux records de vitesse à moto. En 1955, Johnny courait sur une moto profilée, un streamliner appelé Texas Cigar. Cette machine a été construite par le pilote d'aviation civile John Mankham et le concessionnaire Triumph de Fort Worth, le préparateur et membre du Hall of Fame de la moto depuis 2000, un Jack Wilson. Et les gars ont construit le streamliner à la suite d'un pari. D'habitude, après la journée de travail, quelques habitués se retrouvaient dans le salon Triumph pour jouer aux cartes et boire une bière. Et un soir de ce genre, en 1953, un certain colonel George Cohn s'est mis à se vanter du record de la NSU de 1950 et en affirmant que personne ne le battrait jamais. La Seconde Guerre mondiale était encore présente dans les mémoires, et on imagine la dispute qui aurait pu éclater alors. En somme, le colonel a vraiment piqué Mankhema et Wilson au vif. Ce soir-là même, une esquisse d'une moto pour battre le record a été dessinée. En 1954, le premier streamliner appelé Flèche du Diable a été construit. Les essais à Bonneville, en septembre de la même année, ont montré un potentiel de vitesse de plus de 260 km à l'heure, et cela en utilisant un moteur bicylindre Triumph 650 standard, fonctionnant à l'essence. En 1955, un nouveau bolide, la Texas Cigar, était prête. Le carénage était fabriqué en fibre de verre et le cadre, soudé à partir de tubes en chrome molybdène, permettait l'installation de moteurs de différentes cylindrées pour des tentatives dans différentes catégories. Pour la catégorie 500 cm3, on utilisait un moteur du modèle Tiger 100 et pour la supérieure, un 650 de la Thunderbird. Les moteurs étaient atmosphériques et pratiquement identiques à ceux d'origine, mais pour augmenter leur potentiel, un mélange d'essence et de nitrométhane était utilisé comme carburant. Le moteur Thunderbird avec un tel dopage développait environ 80 chevaux. Le 25 septembre 1955, Johnny Allen a atteint une vitesse de 310,150 et 1 km par heure sur le lac Salé de Bonneville. C'était un nouveau record. Cependant, la Fédération internationale de motocyclisme n'a pas homologué ce résultat pour des raisons techniques. De l'autre côté de l'Atlantique, en Allemagne, l'entreprise qui, la première après la Seconde Guerre mondiale, avait battu le record absolu de vitesse à moto, était au sommet de ses capacités et n'avait pas l'intention de perdre son prestige. En 1956, l'équipe de pilotes, de techniciens et d'ingénieurs de la société NSU, avec des motos spécialement préparées, s'est rendue à Bonneville avec la ferme intention de battre plusieurs records de vitesse. Hertz pilotait le bolide phare. À l'époque de 1956, la 500 à compresseur avait été améliorée et portait désormais le nom de Dauphin 3. Le moteur développait déjà 110 chevaux. Le 2 août 1956, Wilhelm Hertz a poussé la machine allemande à une vitesse de 304,97 km par heure. C'était un peu moins que le record non officiel du Texan Johnny Allen.
Mais la FIM a reconnu ce résultat, et c'était déjà un record. Mais 2 jours plus tard, le 4 août, Hertz s'est surpassé, poussant le troisième dauphin à 338,992 millième kilomètres par heure. C'était la première fois qu'une moto dépassait la barre des 200 miles à l'heure. En plus du record de Hertz, il faut dire quelques mots sur les autres streamliners de NSU. Au début des années 50, un ingénieur talentueux et en même temps pilote a rejoint l'entreprise allemande, ce joyeux barbu Gustav Adolf Baum. Comme Hertz quelques années plus tôt, il a proposé un concept de moto de record. L'idée était de placer le pilote dans le bolide allongé sur le dos, ce qui réduisait considérablement la hauteur de la machine. Si le Dauphin mesurait 104 cm de haut, la gamme Baum faisait 72 à 75 cm. Il existait 4 appareils portant un nom proche de celui de l'ingénieur. En 52, Baum 1 et 2 ont été construits, s'équipés respectivement de moteurs de 50 et 100 cm3. Un peu plus tard, le Baum 3 de 125 cm3 et le Baum 4 de 250 cm3 sont apparus. Ces machines détiennent 11 records de vitesse dans ces catégories. Le modèle de 50 a finalement atteint une vitesse de 196 km par heure. Le modèle de 100 détient le record de 222 km par heure. Le modèle 125 a atteint 242 km par heure, tandis que le Baum 4 de 250 cm3 et 44 chevaux a atteint 320 km par heure. Cependant, il y a eu une chute et le record n'a pas été homologué. L'aérodynamique de ces streamliners était phénoménale, ce qui permettait d'utiliser des moteurs loin d'être les plus puissants. En théorie, la Baum 4 de 44 chevaux pouvait atteindre une vitesse d'environ 360 km à l'heure, mais cela ne s'est pas produit. Après 1956, NSU a mis fin à son coûteux programme de tentatives de record. Le Texan Johnny Allen n'a pas cessé d'essayer d'accélérer la Texas Cigar, et le record de Hertz sur la NSU ne lui laissait aucun répit. Le streamliner a été amélioré et les principales nouveautés concernèrent le moteur. Le 650 a reçu une culasse modifiée pour 2 carburateurs. D'origine, il n'y en avait qu'un seul. Les soupapes étaient de taille augmentée. Le 6 septembre 1956, Johnny Allen est sorti sur le sel de Bonneville. Il était encore meuble après une pluie récente. Et il a accéléré sa moto jusqu'à la vitesse de 345,188 km par heure. Mais à cause d'une formalité, le record n'a pas été reconnu par la Fédération internationale de motocyclisme, la FIM. La formalité était que, pour que la FIM reconnaisse le record du monde, la tentative devait être vérifiée par un représentant officiel de l'Association américaine de motocyclisme. Et même si un représentant de l'AMA était présent à l'événement et surveillait les tentatives de record, son accréditation avait expiré 3 jours avant que Johnny n'effectue ses tentatives. Oui, c'est ainsi qu'à cause d'une absurdité, la femme n'a pas reconnu le record. Cependant, le résultat d'Allen a été reconnu dans son pays, par l'AMA. Johnny, son équipe, les sponsors et les créateurs du streamliner étaient incroyablement ravis. Ils avaient battu les Allemands. Une poignée de Texans ayant dépensé au total environ 3 500 $ a surpassé une entreprise allemande qui avait investi 1 million dans son programme de record. La réputation de la technologie Triumph a considérablement augmenté et l'exploit d'Allen n'est pas passé inaperçu. En 1959, la moto Triumph Bonneville T120 fait ses débuts devant le public. Oui, le nom du désert de sel de l'Utah est devenu un nom commun pour plusieurs modèles de moto Triumph. Et sur la T120, ils ont aussi commencé à utiliser 2 carburateurs, comme l'ont fait les gars du Texas. La prochaine fois, après 1956, le record sera battu en 1962. Et ce sera encore une fois une machine Triumph, plus précisément un autre streamliner avec un moteur et d'autres éléments provenant d'une moto Triumph, construit par le mécanicien aéronautique Joe Dudek. Pendant qu'il travaillait sur la machine, Joe s'est inspiré de l'avion fusée X-15. Il a utilisé un moteur provenant du modèle T120 Bonneville qui a été modifié. En 1962, Joe, la moto de sa conception, le pilote Bill Johnson et l'équipe de soutien se sont rendus dans l'Utah. En utilisant de l'essence comme carburant, Johnson a atteint une vitesse de 329,9 km par heure. C'était le meilleur résultat après le record officiel détenu par Wilhelm Hertz. Cependant, au 5 septembre, l'essence avait été vidangée du réservoir. Les gicleurs des carburateurs avaient été remplacés et du nitrométhane avait été ajouté. Bill Johnson a établi un nouveau record, 361,41 km à l'heure.
Malheureusement, le Streamliner de Joe Dudek a brûlé dans un incendie en 1974. Dans l'histoire des records absolus de vitesse, il y aura encore un record que la technique de triomphe sera capable d'établir. Devant vous se trouve une moto profilée appelée Gyronaut X1. Cet engin a été construit par Bob Lepan, Alex Tremulis et Jim Bruflat. Et cette histoire est extrêmement intéressante. En 1959, Bob Lepan était propriétaire d'une concession Triumph à Détroit. Bob ne se contentait pas de vendre des motos britanniques, il était aussi passionné de courses d'accélération. Et parmi ces machines pour les courses sur le quart de mile, il y avait une moto très performante et reconnaissable appelée Cannibal 2. C'était un monstre à 2 moteurs construit par Lepan et son mécanicien Jim Bruflat. Cannibal 2 a remporté de nombreuses courses et aidé Bob et Jim à acquérir les compétences pour créer des machines de course performantes et améliorer châssis et moteurs. Mais dès 1962, le potentiel du dragster à 2 moteurs était épuisé. Les gars comprenaient que leur moto était rapide sur le quart de mile, mais ils ne connaissaient même pas sa vitesse maximale. En 1963, Lepan et Bruflat étaient convaincus de leur capacité à créer une moto de record, mais ils avaient un besoin d'un châssis approprié. Ces gars allaient le trouver en Californie. Là-bas, à la même époque, un autre concessionnaire, Triumph, Bill Martin, tentait aussi de construire un Streamliner et avait même établi un record dans le club Triumph local. Le plus intéressant, c'est que le châssis de Bill Martin était conçu pour accueillir 2 moteurs Triumph. Bob et Jim l'apportent à Détroit, installent dans le cadre les moteurs du Cannibal, fabriquent un carénage et appellent la machine Cannibal Mark V. En août 63, ils partent à Bonneville, mais à cause d'une panne de la remorque qui transportait la moto de record, ils arrivent en retard et ne peuvent effectuer qu'une seule tentative chronométrée. Cela n'a pas suffi pour établir un record. En 63, Alex Tremulis, un designer talentueux, impliqué dans la conception de l'apparence de plusieurs voitures et concepts tels que Mexica, Seattle, AT, X1000, Maxima et le gyrocar à 2 roues Ford Giron, a été licencié de la société Ford. Après son licenciement, Alex voulait créer son entreprise et avait aussi une offre de General Motors. Mais dans un élan émotionnel, il a décidé de construire la moto la plus rapide en utilisant ses compétences en design et en appliquant également des gyroscopes pour la stabilisation. Tremulis a commencé à élaborer des concepts. Au départ, il voulait équiper la machine à 2 roues d'un moteur V8 de Ford, et pour comprendre à quoi il allait être confronté et, en général, ce que représentent les tentatives de record, Alex s'est rendu à Bonneville en 63. C'est là qu'il fait la connaissance des gars de Detroit, et ils s'unissent avec un seul objectif, faire atteindre à la moto une vitesse que personne n'avait jamais atteinte auparavant. Le nom des bolides Gyronaut était directement dérivé du nom du prototype Ford Gyron. À l'origine, il était prévu d'utiliser un moteur V8 et des gyroscopes dans la Gyronaut. Shelby American a envoyé pour l'assemblage une Fairline Cobra préparée pour la course à l'entreprise qui fabriquait le châssis. Cependant, les gyroscopes n'ont jamais été livrés, et il restait plusieurs problèmes avec le moteur V8. L'équipe a décidé ce qui suit. Utilisons dans la première Gyron X1 une combinaison déjà éprouvée de 2 moteurs Triumph et nous verrons ensuite. Les ambitions étaient incroyables. Sur la X2, ils voulèrent quand même installer le V8 pour atteindre une vitesse supérieure à 640 km/h, et pour la X3, ils voulèrent carrément la faire aller plus vite que la vitesse du son. S'en sont suivis l'assemblage et les essais de Gyronaut X1. En 65, le bolide était prêt et roulait à sa vitesse limite. Le record, lui, a été établi un an plus tard, en 66. Gyronaut X1, avec Bob Lepan à l'intérieur, a traversé le sel de Bonneville à une vitesse moyenne de 395,363 km/h sur le tronçon de contrôle dans les 2 directions. En 1970, ils ont perdu le record. Et c'est justement lors des tentatives de l'équipe pour récupérer le titre qu'un accident s'est produit à une vitesse d'environ 430 km/h, mettant fin à la carrière de Gyron sur les pistes de sel. Bob Lepan a failli perdre un bras et a dû subir de nombreuses opérations, ainsi qu'une rééducation douloureuse pendant plusieurs années. Et il n'était plus question de créer le Gyronaut X2 ou X3. Plus tard, déjà au XXIe siècle, le Gyronaut X1 a été restauré. L'époque de la domination de les motos Triumph a été brillante, mais tout a une fin. Et du début des années 70 jusqu'aux années 90 inclus, la lutte va s'engager entre les motos à moteur japonais et Harley-Davidson. Et je vous raconterai cette histoire dans le prochain chapitre.
Mais avant cela, rappelons-nous le légendaire motard et recordman de Nouvelle-Zélande, Bear Munro et son Indian le plus rapide. En effet, c'est justement lorsque l'équipe Girono se préparait pour la course sous une tente en 1966 que Bear se trouvait quelque part à proximité. Ah, le voilà, en train de discuter avec le pilote du Gironaut X1 Bob Lepan. La personnalité du néo-zélandais Bear Munro est bien connue de la plupart des passionnés de moto, et ce n'est pas sans raison. Son histoire et celle du record établi sur la moto Indian sont impressionnantes et inspirantes. Bear était né dans la lointaine année 1899. Les motos sont apparues dans sa vie à l'âge de 16 ans, et à 20 ans, il domptait déjà la vitesse sur un circuit de course local. En 1920, à l'âge de 21 ans, Bear achète cette fameuse moto Indian Scoot qui allait changer son destin. À l'origine, c'était une moto assez tranquille avec un moteur de 600 cm3, une boîte à 3 vitesses et une vitesse maximale d'environ 90 km/h. Il a commencé à modifier son Indian en 1926 et Bear a continué à le faire pendant 40 ans. Il moulait des pistons, usinait des soupapes, augmentait peu à peu la cylindrée, etc. Jusqu'à ce que tout cela atteigne son point culminant en 1967. Le record officiel de Munro est de 296,259 km/h. Cependant, lors des qualifications en 66, Bear a atteint une vitesse non officielle de 341,2 km/h. Le record de Munro reste inégalé à ce jour. Sa moto, l'Indian Munro Special qu'il a perfectionnée pendant 4 décennies, est la moto à moteur atmosphérique la plus rapide avec une cylindrée allant jusqu'à 1000 cm3. Les efforts et les succès de Bear ont servi de base au film L'Indian le plus rapide du monde, sorti en 2005 avec Anthony Hopkins dans le rôle principal, ainsi qu'un court documentaire plus ancien de 1971, Bear Munro, offrande au dieu de la vitesse. D'ailleurs, ces 2 films ont été réalisés par Roger Donaldson, et les 2 films sont excellents. Cependant, dans le film L'Indian le plus rapide du monde, il y a une inexactitude. Pour des raisons de mise en scène et pour accentuer l'émotion, le film montre que le voyage de Munro à Bonneville a été son seul voyage. Mais ce n'est pas le cas. Ils ont simplement essayé de rassembler dans une seule histoire cinématographique les moments les plus marquants de la vie de Munro, qui sont en réalité répartis sur plusieurs années. En réalité, Bert s'est rendu pour la première fois sur le Salar de l'Utah dès 1957, et avant cela, il battait déjà activement les records de vitesse néo-zélandais. Ayant compris que cette plaine aux États-Unis était la Mecque de la vitesse, il a commencé à y préparer ses tentatives. Il tentera d'établir un record lors de la semaine de la vitesse en 1962. Et à partir de ce moment-là, Munro deviendra un habitué de Bonneville, venant chaque année jusqu'en 1971 inclus. Et chaque année, il tentera de se surpasser, d'obtenir le maximum de sa moto. En 1975, il a fait son 14e et dernier voyage à Bonneville en tant que spectateur. Et en 2006, cette légende vivante a été intronisée au Hall of Fame des motos de l'Association américaine des motocyclistes. Vous pouvez découvrir plus en détail l'histoire de Bert Munro et de sa moto Indian dans un sujet séparé sur ma chaîne. Voici une suggestion qui vient d'apparaître à ce sujet. Quand tu fonces à moto sur la plaine, 5 minutes de ta vie peuvent être plus intéressantes que toute la vie de beaucoup de gens. Oui, ce sont des moments magnifiques. De 1970 jusqu'aux années 90 inclus, la lutte va se dérouler entre les machines équipées de moteurs japonais et celles à moteur Harley-Davidson. Mais si l'on regarde d'un autre point de vue, la lutte se déroulait parmi les Américains. Dan Vesco, Kel Rayborn, Dave Campas. Seulement, certaines équipes préféraient entre les moteurs du fabricant national, c'est-à-dire Harley-Davidson, tandis que d'autres choisissaient les moteurs des géants japonais de la moto. Les marques Yamaha, Honda, Suzuki et Kawasaki elles-mêmes ne se disputaient pas le titre du record absolu de vitesse à moto. Et si auparavant la vitesse était atteinte par des machines qui ne différaient pas beaucoup des modèles de série ou du moins des versions de course de leur époque, peu à peu, la palme s'est passée à des bolides spécialement construits pour cela. Passons au premier record des années 70. Il a été remporté par l'homme d'affaires et pilote américain Don Vesco. Vesco, au cours de sa carrière, battra à 3 reprises le record absolu de vitesse parmi les motos, et chacun de ces records franchissait à chaque fois un cap symbolique. La première fois, il franchira la barre qui semblait infranchissable de 250 miles à l'heure.
La deuxième fois, il atteindra les 300 miles à l'heure. Et la troisième fois, il franchira la barre des 500 km à l'heure. Mais reprenons tout dans l'ordre. Atteindre 200 miles à l'heure, soit 320 km à l'heure, était vraiment une performance impressionnante. Et pour cela, il fallait une moto profilée. Beaucoup de choses avaient déjà été faites dans le domaine de l'aérodynamique. Et la preuve en est les Allemands de NSU. Là-bas, tout un institut travaillait à réduire le coefficient de traînée aérodynamique. Au début des années 70, une nouvelle augmentation de la puissance des moteurs a commencé. Don Vesco a préparé un streamliner appelé Big Red pour son premier record. Et il a utilisé comme groupe motopropulseur 2 moteurs Yamaha bicylindres de temps très puissants, d'une cylindrée de 350 cm3 chacun, provenant du modèle sportif TR2. En version d'origine, ce moteur de course développait 54 chevaux, mais il est possible qu'ils aient été modifiés pour le Big Red. Contrairement aux réalisations techniques de l'employé d'une grande entreprise aérospatiale, Joe Dudek et à l'expérience de l'ancien ingénieur de Ford Motor Company mentionné précédemment, les efforts de Vesco pour créer son streamliner étaient principalement basés sur son expérience dans la construction de hot rods. En fait, il est né dans le sud de la Californie et son père, qui construisait des hot rods et des streamliners qui couraient ensuite sur de nombreux lacs asséchés de Californie, a eu une grande influence sur Don et ses frères. Cela n'a pas été sans effet sur Vesco. Dans les années 60, il deviendra pilote sur des machines Yamaha et deviendra concessionnaire de la marque. C'est de là que vient son amour pour les moteurs Yamaha et il s'intéresse également aux courses de Bonneville. Big Red, comme l'a surnommée la femme de Don, mesurait 5,5 mètres de long et était construite sur la base d'un réservoir de carburant auxiliaire d'un chasseur Grumman F9 F Panther de l'époque de la guerre de Corée. Les moteurs Yamaha fonctionnaient à l'essence ordinaire. En 1969, Vesco, lors d'un passage dans un seul sens à Bonneville sur sa création, a atteint la vitesse de 367 km à l'heure. Il était confronté à des problèmes de maniabilité, mais la soif de vitesse était plus forte. Le 17 septembre 1970, le courageux a atteint le cap tant convoité des 250 miles à l'heure. Don Vesco a affiché une vitesse moyenne de 409,7 km/h dans les deux sens sur sa Yamaha à 2 moteurs. Cet exploit n'a pas été accompli sans difficulté. Plutôt, Don a survécu à une chute à environ 380 km/h causée par l'éclatement d'un pneu. La Grande Rouge a été rapidement réparée et 2 semaines plus tard, le record a été battu. C'est ainsi qu'a commencé une nouvelle ère de records de vitesse, dominée par des motos équipées de moteurs japonais. L'équipe de Bob Lepan, Alex Tremulis et Jim Bruflat avec la Gyronaut X1 avaient toutes les chances de damer le pion à Vesco. Mais il y a eu l'accident mentionné précédemment et l'équipe a été définitivement éliminée des tentatives. Cependant, Don comprenait que son record ne tiendrait pas longtemps, d'autant plus qu'il connaissait très bien son principal concurrent désormais, puisqu'il était ami avec lui. Moins d'un mois plus tard, l'ami de Don Vesco, Carl Rayborn, battra le record de vitesse absolue sur une Harley-Davidson. Depuis son plus jeune âge, Rayborn était passionné par les motos et les courses. Ses succès dans ce domaine lui ont permis d'intégrer l'équipe de course officielle de Harley-Davidson. Il a connu un grand succès en flat track et lors des 200 de Daytona. À ce moment-là, Harley-Davidson subissait déjà une pression considérable de la part des marques japonaises, qui lançaient sur le marché des motos de plus en plus puissantes. Pour maintenir leur statut, une victoire éclatante était nécessaire. Et battre à nouveau le record absolu de vitesse pour les motos a semblé à la direction de l'entreprise être la solution la plus appropriée. Dick O'Brien, le responsable du département course de l'entreprise, a été chargé de superviser le projet. En 1970, Denny Manning a conçu et construit une moto profilée pour concourir à Bonneville. À ce moment-là, il n'avait que 24 ans. Comme l'a dit Manning lui-même, « J'avais 24 ans. Je venais de me marier et je cumulais 3 emplois pour subvenir aux besoins de ma famille et financer mon programme de course. Et j'ai saisi avec joie l'opportunité de faire partie du projet officiel Harley-Davidson. O'Brien m'a proposé $10 000 si nous établissions un nouveau record du monde, et le remboursement des frais d'hôtel sinon. J'ai accepté. Et Denis reviendra dans notre histoire, car encore aujourd'hui, ce monsieur moustachu continue de construire des streamliners. Il en a fabriqué plus d'une dizaine. Par la suite, il est devenu le fondateur et propriétaire de la société Beeb Enterprises, dont le streamliner a battu le record de vitesse à 2 reprises. Nous reparlerons de Manning plus tard.
Revenons à Harley. Le Streamliner était remarquable, car il s'agissait d'un développement entièrement mené par l'usine dans un domaine que les fabricants cherchaient à éviter, du moins depuis les années 60 du siècle dernier et jusqu'à nos jours inclus. Le cœur de cette Harley détentrice du record était un moteur réalisé de 1480 cm3 provenant du modèle Sportster, modifié par Warner Riley pour une puissance maximale. Le moteur était alimenté au nitrométhane. L'honneur d'être le pilote de cette torpille sur roue et de tenter d'établir un record est revenu au talentueux pilote d'usine Kel Rayborn. L'équipe Harley-Davidson s'est rendue à la semaine de la vitesse à Bonneville en 70. Le 15 octobre, Rayborn a établi un nouveau record, 414,8 km à l'heure, battant le résultat de Don Vesco. Mais pour Kel et toute l'équipe, dépasser l'ancien record de seulement 6,5 km à l'heure n'était pas suffisant. Ils pensèrent de la manière suivante. Tout ce travail colossal, toutes ces nuits blanches passées à l'atelier, c'était seulement pour ces 6,5 km. Il fallait battre le record de manière décisive. Le lendemain, la moto a de nouveau été préparée pour une nouvelle tentative. Lors du passage en direction du sud, Kel a obtenu un excellent résultat. Il a atteint un pic d'environ 435 km à l'heure. Il restait moins d'une heure pour effectuer la course dans la direction nord, opposée. George Smith, le coéquipier de Riley, qui s'occupait du moteur et du réglage du carburateur, a dévissé les bougies d'allumage avant la deuxième course et a remarqué des dépôts métalliques sur la bougie du cylindre avant. Cela n'aurait pas dû arriver. George examine le cylindre et trouve une fissure dans la partie supérieure du piston. L'équipe est déçue, le temps passe et il décide de continuer la course. Smith mélange 60% de nitrométhane, le reste étant de l'alcool. Auparavant, il courait avec 70% de nitrométhane. Il règle le carburateur et Rayborn démarre. Et le moteur modifié du Sportster cale à quelques dizaines de mètres de la fin du tronçon de contrôle. Mais la vitesse s'est avérée suffisante. La moyenne sur le tronçon de contrôle est de 423,7 km/h en direction nord. Et la moyenne des courses dans les deux directions a été de 427,267 km/h. C'était convaincant. En raison des particularités de la conception du Streamliner, les courses ont été très difficiles pour Rayborn. Pour respecter les dimensions prévues par le projet, le pilote devait pratiquement être allongé à l'intérieur. La roue avant obstruait déjà la vue, qui était de toute façon limitée dans la direction de la course, et Rayborn utilisait des panneaux en plastique transparent de chaque côté de la roue pour suivre les bandes noires marquant les bords de la piste. Lors des essais de Kel, on s'attendait à des chutes. À 160 km/h lors d'un freinage, les supports latéraux ne se sont pas déployés pour assurer la stabilité. Une autre fois, le Streamliner n'a pas réussi à garder l'équilibre à 250 km à l'heure. À grande vitesse, la roue avant cherchait constamment sa trajectoire. Le problème a été résolu en ajoutant 2 poids en plomb de 18 kg chacun, un de chaque côté de la roue. Cependant, le pilote avait de la chance et l'équipe était capable de réparer rapidement le bolide et d'apporter des modifications à la conception. Et le record a été établi. Vous pensez que l'ami de course de Kel Rayborn, Don Vesco, s'est arrêté ? Absolument pas. Vous avez déjà entendu auparavant qu'il détient 3 records absolus de vitesse à moto. Et il est temps de parler des 2 derniers. Pour la saison des courses sur les plaines salées de l'Utah en 1975, il a préparé un nouveau Streamliner, gardant toujours son amour pour les moteurs Yamaha. Le nouveau bolide s'appelait Silverbird et a été construite avec le soutien de Yamaha en tant que sponsor. Vesco a pris 2 moteurs. Yamaha TZ 700 à 4 cylindres 2 temps les a installés dans le châssis et a ainsi obtenu une cylindrée totale de 1390 cm3 et environ 240 chevaux. Le 28 septembre 1975. Dan a atteint la vitesse tant convoitée par beaucoup de ceux qui s'étaient essayés à battre des records. Il a dépassé la barre des 300 miles à l'heure. Le résultat a été de 487,515 km à l'heure, soit 2,9 miles de plus que le chiffre tant convoité. Le record tiendra jusqu'au 28 août 1978, lorsque Don Vesco le battra lui-même. En 1978, Don a construit un Streamliner encore plus fou. Il l'a appelé Lightning Bolt. Pour cette construction, Vesco a préféré 2 moteurs de Kawasaki KZ1000. Ils ont été équipés d'un turbocompresseur. Des poulies ont été installées de chaque côté des vilebrequins des 2 moteurs, reliés entre eux par une transmission par courroie.
En août 1978, Vesco a établi sur Lightning Bolt un record de 509,757 km à l'heure. C'était la première fois qu'une moto dépassait la vitesse de 500 km à l'heure. Un mois plus tard, Don est revenu à Bonneville et, lors d'une course dans une seule direction, il a atteint une vitesse de 536,099 km à l'heure. Cependant, il n'a pas pu effectuer la course dans la direction opposée et le record n'a pas été homologué officiellement. Le résultat de 509 km et quelques restera le record de vitesse absolue jusqu'en 1990, c'est-à-dire pendant 12 ans. Après le Lightning Bolt, apparemment, une autre moto profilée est apparue, dans lequel Vesco a installé 2 moteurs Kawasaki 6 cylindres turbocompressés, probablement du modèle Z 1300 du début des années 80, mais ce Streamliner n'était pas destiné à battre le record de vitesse maximale. À partir de la fin des années 80, Vesco concentre son attention sur les records de vitesse automobile. En particulier, il est très connu pour son record avec la voiture Turbinator 2. Avec cette fusée à roues, Vesco a atteint en 2018, lors de l'une des courses, une vitesse moyenne de 810,03 km/h. C'est encore aujourd'hui la voiture la plus rapide avec une transmission mécanique du moteur aux roues. Tout ce qui va plus vite utilise des moteurs à réaction. Le record motocycliste suivant a été conquis par l'Américain Dave Campas et une machine équipée de 2 moteurs Harley-Davidson. La moto s'appelait Easy Rider Streamliner. Le parcours de David Campas dans le monde de la vitesse a commencé dès son jeune âge, lorsqu'il a acheté sa première Harley-Davidson et a participé à des courses. Cette première étincelle a allumé une passion pour la conduite et la course qui a duré toute sa vie, et pendant des décennies, Campas est resté fidèle à la marque Harley-Davidson. Mais c'est en 1990, sur le célèbre lac salé de Bonneville, dans l'Utah, que Campas a définitivement inscrit son nom dans les annales de l'histoire de la moto. Déjà en 1974, Dave avait rejoint le prestigieux club des 200 miles à l'heure, un groupe de pilotes ayant franchi ce seuil de vitesse. Un exploit rare et vénéré. Le projet de moto de record a commencé bien avant 1990. Campas a fait la connaissance de Bob George, qui avait déjà construit sa première moto profilée. Cependant, Bob manquait de moyens financiers. Dave le présente à Joe Teresi, propriétaire de Jima Cycle et partenaire du magazine Easy Riders. Joe s'est lancé dans le projet de moto de record et, après quelques années, la moto profilée Jima était prête. Cette moto n'était pas destinée à battre le record, mais en 1987, sur sa base, ils ont construit la moto profilée Easy Rider. Teresi a mis en place une astuce intéressante pour collecter des fonds pour le projet. Dans son magazine, il proposait aux lecteurs intéressés de participer à l'établissement d'un nouveau record. Il suffisait de 25 $. Vous receviez un t-shirt officiel et les noms des sponsors étaient inscrits sur la carrosserie du bolide. Et il y a eu environ 10 000 personnes aussi engagées. Après d'importantes modifications et améliorations apportées par Kit Raxton, principalement au niveau des moteurs, la moto était prête. Elle était équipée de 2 moteurs Raxton Harley-Davidson, chacun d'une capacité de 1,5 litre. La moto profilée pesait environ 1100 kg. L'équipe s'est rendue à Bonneville en 1989, où elle a été soutenue par le public le plus nombreux de toute l'histoire des tentatives de record. Lors de la première tentative, Easy Rider a atteint la vitesse de 422 km à l'heure. Ensuite, les résultats se sont rapprochés de la barre des 480. Mardi 26 septembre 1989. Le temps était compté pour l'équipe de course. Le mauvais temps est arrivé sur les salines de Bonneville. Les moteurs étaient en or réglés pour un mélange à 88% de nitrométhane. En théorie, la moto devait atteindre 320 miles à l'heure, ce qui aurait été un record. Cependant, lorsque Dave est arrivé sur la section de contrôle, le pneu avant, ramolli par les contraintes, s'est détruit et la vitesse a brusquement chuté. Campas a abandonné la course, mais l'équipe s'est revenue à Bonneville l'année suivante, en 90. Les gars ont trouvé le seul pneu adapté à la vitesse pour la roue avant. C'était un pneu fabriqué par Firestone en 1967. Et l'équipe en a acheté un certain stock pour les courses. Au début des courses, l'équipe avait été confrontée à un accident de l'engin à une vitesse d'environ 400 km à l'heure. La roue avant a fait défaut. Elle s'est révélée mal équilibrée.
Campas n'a eu qu'une légère contusion et le Streamliner a été réparé en 3 jours grâce à plusieurs sponsors. Le samedi 14 juillet 1990, Dave Campas a établi les records absolus de vitesse de l'AMA et de la FIM, affichant une vitesse moyenne de 518,45 km/h, et ce record est celui qui a duré le plus longtemps parmi les records officiels. Le record de Campas a été battu par Rocky Robinson sur le Streamliner Top One Hack Attack le 3 septembre 2006. Et ensuite, il a de nouveau été battu par Chris Carr 2 jours plus tard. Cela signifie que le résultat de Dave a tenu pendant 16 ans. Seul le record non officiel de Glenn Curtis sur une moto avec un V8 a tenu plus longtemps. Et c'est ainsi que les records de vitesse absolue parmi les motos au XXe siècle prennent fin. Au XXIe siècle, la quête de la vitesse absolue s'est poursuivie. Et cette période, qui dure actuellement un quart de siècle, est remarquable par le fait que le record va passer de main en main entre 2 pilotes et leurs équipes. Bien sûr, un plus grand nombre de machines et d'équipes se sont battues pour le titre de la moto la plus rapide, mais il se trouve que seuls 2 ont réussi à inscrire leur nom dans l'histoire. Il s'agit de Rocky Robinson et Chris Carr. Et l'histoire de leur rivalité me rappelle la lutte acharnée entre les Britanniques et les Allemands dans ce domaine dans les années 30 du siècle dernier. Commençons par Rocky Robinson. Rocky est né le 9 mars 1961. Comme beaucoup de personnes mentionnées dans ce reportage, il a été fasciné dans sa jeunesse par les motos et la vitesse. Robinson est ensuite devenu un coureur professionnel de speedway, mais dans les années 2000, il s'est intéressé aux records de vitesse. Et les 3 records de vitesse absolue de Robinson n'auraient pas été possibles s'il n'avait pas rencontré Mike Akatif. Mike Akatif est le propriétaire de la société Hack Technologies, spécialisée dans l'avionique, ainsi que pilote de moto, mécanicien et fabricant de pièces détachées. Akatif a pensé pour la première fois à établir un record de vitesse à moto en 2002. Il a consacré une part importante des locaux de production de son entreprise dans le nord de la Californie à la conception et à l'assemblage du Streamliner Hack Attack et a réuni une équipe d'amis de longue date pour l'aider à construire la moto. En 2004, le bolide était prêt. Le cadre de la moto a été soudé à partir de tubes en chrome molybdène. 2 moteurs issus de la légendaire moto Suzuki Hayabusa y ont été installés. Ils ont été suralimentés par un seul turbocompresseur Garrett et au final, ils ont obtenu une puissance totale d'environ 900 chevaux. Les moteurs très puissants chauffent beaucoup. Mike et son équipe ont donc installé un système où le radiateur est aussi refroidi par de la glace carbonique. Sur ces images, on peut voir son chargement dans un compartiment spécial. Le carénage de la moto est également extrêmement efficace. Son coefficient de traînée aérodynamique n'est que de 0,14. Le Streamliner pèse 730 kg et ses dimensions sont les suivantes. Longueur de 6,40 m, hauteur de 81 cm, largeur de 56 cm. Pour les pneus, ils ont choisi les produits de la société Mickey Thompson. Les premières tentatives d'établir un record ont eu lieu en 2004. Cette année-là, la moto était pilotée par Jimmy Odom. À une vitesse de 480 km/h, il a été pris dans un vent latéral, ce qui a provoqué un accident. Jimmy n'a pas été blessé, contrairement au Streamliner. En 2005, Hack Attack a été restauré. En février 2006, l'équipe s'est rendue dans la région du lac Gardner en Australie pour tenter de battre le record de vitesse. Une semaine avant leur arrivée, un violent orage a frappé la région et les conditions n'étaient pas favorables à la grande vitesse. Comme ils avaient parcouru un long chemin, l'équipe a tenté une course, mais Hack Attack n'a atteint qu'une vitesse maximale de 401 km/h. À la fin du mois d'août, ils se rendent à Bonneville et le 3 septembre, le record a été battu. Rocky Robinson, au volant de Top One Hack Attack, a atteint une vitesse de 550 et 1,678 millième km/h. La domination de 16 ans de Dave Campos sur le Streamliner Easy Riders a pris fin. Mais Mike Akatif, Robinson et l'équipe n'ont pas eu longtemps pour se réjouir. Le 5 septembre, 2 jours plus tard, le record a été battu par un Streamliner construit par Denny Manning avec le pilote Chris Carr. Et maintenant, quelques mots sur le Bub 7 Streamliner. En 1976, la société Bub Enterprises a été fondée. Et depuis lors, le nom Bub Racing est fermement associé aux torpilles à 2 roues, tandis que le Bub 7 Streamliner est la 7e moto de record créée au sein de cette organisation. Manning, grâce à sa solide expérience dans le secteur, a construit un Streamliner vraiment exceptionnel. Le coefficient de traînée aérodynamique n'est que de 0,08.
Comme le dit lui-même Dennis, en concevant la forme du carénage, il s'est inspiré du saumon capable d'atteindre une vitesse de 80 km/h dans l'eau qu'il avait observé un jour dans la rivière Columbia. Un travail séparé et très important sur la conception du moteur a été réalisé par Joe Harrelson de Sierra Design Engineering. Le seul composant prêt à l'emploi dans ce moteur est le filtre à huile. Tout le reste a été fabriqué à la main. C'est un moteur en V4 avec un angle d'ouverture des cylindres de 90 degrés et une cylindrée de 2997 cm3. Il est équipé d'un turbocompresseur et fonctionne au méthanol. La puissance maximale est de 500 chevaux. Des pneus Goodyear sont utilisés. La transmission est à 4 vitesses. Vous voulez un fait intéressant ? D'habitude, les motards sportifs aiment se vanter que leur moto atteint 180 km/h en première. Eh bien, le BAB 7 Streamliner peut atteindre 305 km/h en première. En tant que pilote, Chris Carr, septuple champion AMA Flat Track, a été choisi. Le 5 septembre 2006, Chris a battu le record, 564,693 millième km/h. C'était 13 km plus rapide que Robinson 2 jours plus tôt. En 2006, Sam Wheeler a sérieusement concurrencé Carr et Robinson. Wheeler fabriquait des streamliners depuis les années 80, débutant avec des petits moteurs comme le Bultaco 125. Vers le milieu des années 90, Sam voulait battre le record de Campass. En 96, il avait terminé son propre streamliner, le Hook, construit de ses mains avec le soutien de Kawasaki. Équipé d'un moteur atmosphérique issu du modèle ZX11, il a conçu le carénage en collaboration avec un groupe de doctorants de Coltech qui étudiait sur l'aérodynamique et réalisait ce projet dans le cadre de leur mémoire de fin d'études. Ingénieur électricien de profession, spécialisé dans les essais électriques, Wheeler faisait preuve d'ingéniosité et d'une grande attention aux détails dans tout ce qui concernait son streamliner. Au lieu d'utiliser une grande quantité de chevaux pour atteindre la vitesse, Sam cherchait à obtenir une efficacité maximale dans tous les domaines. Ainsi, déjà dans les années 90, avec un moteur ZX11 presque d'origine d'environ 160 chevaux, il a atteint la vitesse de 484 km/h. Et Z-Hook semblait destiné à inscrire le nom de Wheeler dans le livre des records. Mais à cause de divers problèmes, ses plans ont été contrariés. Au début des années 2000, Wheeler fait la connaissance de Terry Kaiser, le propriétaire de la société Mr. Turbo. Ils augmentent la puissance du moteur ZX11 avec un turbocompresseur, mais doivent maintenant faire face à des problèmes de fiabilité. Le moteur ne supportait pas toujours des charges folles. De plus, les chaînes de transmission de la roue arrière faisaient défaut et les pneus ne résistaient pas à la charge. En août 2004, Wheeler a enfin battu le record de Dave Campos, atteignant une vitesse de 532 km/h à Bonneville. Cependant, comme le record a été établi selon les normes SCTA, qui prennent en compte la moyenne de 2 courses dans une seule direction, et non selon les règles de la FIM, qui exigent la moyenne de 2 courses dans des directions opposées, le résultat de Wheeler n'a pas été officiellement reconnu comme un record du monde. En 2006, Wheeler était sérieusement déterminé à améliorer son résultat, mais le problème des pneus restait extrêmement aigu. Les pneus Goodyear LSR utilisés étaient vraiment très rares, et un jeu suffisait au mieux pour seulement 2 courses. Pour information, un jeu de LSR coûtait à l'époque 120 000 $. Wheeler a réalisé le passage unidirectionnel le plus rapide, atteignant une vitesse de 571 km/h. Mais le pneu avant a éclaté sur le dernier mile mesuré, ce qui a provoqué sa chute, heureusement sans blessure grave ni dommages importants. Cela a anéanti toutes les chances pour Robinson et Carr de faire un passage de retour et d'établir officiellement le record. Wheeler a continué ses tentatives, améliorant sa moto et corrigeant les défauts jusqu'au milieu des années 2010, mais il n'est jamais parvenu à battre le record. De 2006 à 2010, Hack Attack et Bab 7 se sont affrontés 5 fois pour le titre de la moto la plus rapide. Le 26 septembre 2008, Rocky Robinson reprendra le titre du motocycliste le plus rapide. Son résultat sera de 580,833 millième km/h. Manning ne pouvait pas tolérer une telle audace. Un an plus tard, Bab 7 avec Chris Carr battra à nouveau le record. Cette fois, la vitesse sera de 591,244 millième km/h. Mike Aikatif et son équipe n'avaient pas non plus l'intention de reculer. Puisque leur record a été battu, il fallait aller plus vite.
366 jours plus tard, le 25 septembre 2010, Rocky Robinson sur Lac Attack affichera une vitesse moyenne sur un mile lors de courses aller-retour de 605,697 millième km par heure. À son apogée, Robinson atteignait 633 km par heure. Dans la quête du record de vitesse terrestre, Lac Attack a enchaîné plusieurs tentatives ratées, dont certaines se sont soldées par des accidents spectaculaires. Une fois, Rocky a crashé son Streamliner à la vitesse de 515 km par heure. L'engin est tombé sur le côté et a fait 16 tonneaux. Rocky a dit ce qui suit à propos de cet accident. « J'ai roulé sur une portion de selle meuble de taille respectable avec une faible adhérence. C'était comme un interrupteur. Toute la puissance des deux moteurs s'est libérée, le régime a brusquement augmenté, la roue arrière patinait. J'ai dérapé comme un pilote de flat track à la sortie d'un virage. La moto s'est inclinée vers la droite. Et pendant un instant, il m'a semblé que je pouvais me redresser. J'ai tourné à droite et j'ai vraiment réussi à me sauver et à remettre le Streamliner en position verticale. À ce moment-là, la roue arrière tournait si vite qu'après s'être redressée, l'arrière est parti brusquement vers la droite, claquant comme un fouet. La carrosserie a accroché le selle, ce qui a projeté Lac Attack en l'air. Le choc a été si violent que j'ai agrippé le guidon de toutes mes forces. La moto continuait à accrocher, à se soulever et à rouler encore et encore. L'un des tubes du châssis, qui s'étend sur toute la longueur du réservoir avant jusqu'au moteur, s'est détaché. Tout cela s'est passé en quelques secondes, mais je le revois encore au ralenti chaque fois que je ferme les yeux. Ce record de vitesse absolue, établi en 2010 et qui tient toujours aujourd'hui, alors que nous sommes à la fin de 2025, reste invaincu. Rocky Robinson était le motard le plus rapide du monde et le Top One Lac Attack est la moto la plus rapide. Et maintenant, dans un petit chapitre, des informations pour les spectateurs les plus avertis et attentifs. Au tout début de l'histoire, j'ai mentionné le Streamliner à 3 roues à réaction et le fait qu'au moment de la course, il a été reconnu comme une moto. Faites connaissance, voici Spirit of America. Construit au début des années 60 par Craig Breedlove. L'inspiration vient aux gens de différentes manières. Pour Craig, le déclic a été le discours inaugural de John Fitzgerald Kennedy lorsqu'il a lancé aux Américains l'appel suivant. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Inspiré, Breedlove a décidé de servir son pays en cherchant à devenir l'homme le plus rapide de la Terre. Au début des années 60, il s'est adressé au propriétaire local d'un atelier de mécanique, Ed Perkins, qui lui a offert une place dans son atelier et $10,000. Craig a acheté diverses pièces détachées avec cet argent. $500 ont été dépensés pour l'achat d'un moteur à réaction hors service General Electric J47, turbogé provenant d'un chasseur F86. Plus tard, Breedlove a reçu le soutien de Goodyear et Shell. Spirit of America a été la première des voitures à réaction moderne détentrice de records, construite avec un fuselage étroit et profilé et surtout équipée d'un turboréacteur. Les premiers essais sur les plaines salées de Bonneville ont eu lieu en 1962. Le 5 août 63, avec Craig Breedlove au volant, ce bolide à réaction a atteint la vitesse de 655,722 millième km à l'heure, faisant de Breedlove le premier homme à franchir la barre des 400 miles à l'heure en vitesse terrestre. Le 13 octobre 64, Craig atteint la vitesse de 754,330 millième km à l'heure et 2 jours plus tard, il atteint 846,960 millième km à l'heure. Par la suite, Breedlove construira un autre Streamliner. Il s'appellera Spirit of America Sonic One. Sa conception comportera déjà 4 roues pour répondre aux règlements de l'époque. En 65, Craig établira 2 records avec le Spirit of America Sonic One. Le dernier et le meilleur a atteint 966,574 millième km à l'heure. Et ce sera le premier record d'un véhicule terrestre à moteur à réaction reconnu par la FIA, l'Association internationale de l'automobile. Et passons aux subtilités des règlements et de la classification. Au moment de la création de Spirit of America, les règles de la Fédération internationale de l'automobile, la FIA, pour établir un record de vitesse terrestre, exigeaient seule la présence de 4 roues. Ainsi, les records de Breedlove en 63 et 64 n'ont pas été reconnus par la FIA.
Cependant, la Fédération internationale de motocyclisme, la FIM, les a reconnus, en classant la Spirit parmi les motos. De plus, les règles de la FIA décrivaient une voiture comme un véhicule, non seulement à 4 roues, mais aussi à roues d'eau motrices. C'est-à-dire que la force du moteur devait être transmise mécaniquement aux roues, mais dans la Spirit of America, comme dans d'autres voitures et motos de record à moteur à réaction, toutes les roues tournent librement. Et ce n'est que le dernier record du Spirit Sonic One à 4 roues, le 15 novembre 65, qui a été reconnu par la FIA, ouvrant la voie aux véhicules terrestres à réaction. Il a fallu 2 ans pour que l'association automobile révise le règlement. Mais en 64, la principale question soulevée sérieusement était de savoir dans quelle catégorie classer la voiture, et c'est le nombre de roues qui a conduit à la reconnaissance du record, précisément par la FIM. Le bolide à 3 roues le plus rapide de toute l'histoire a été le Streamliner CMI Motivator, équipé d'un moteur à réaction hybride, Ramatec Phi4 qui combinait carburant liquide et solide pour produire une poussée de 48 000 chevaux, complétée par un propulseur d'appoint formé d'une fusée Sidewinder d'une puissance de 12 900 chevaux. Stan Barrett, en 1979, a accéléré sur le Motivator à la surface du lac asséché de Muroc en 12 secondes jusqu'à 976 km/h en utilisant le moteur principal et en enclenchant le propulseur d'appoint. Cela a permis d'atteindre une vitesse instantanée de 1190,377 millième km/h, presque la vitesse du son. Le résultat a été enregistré par un radar haute précision de la base aérienne Edwards, proche, ainsi que par l'équipement informatique et télémétrique embarqué de l'équipe. Mais il n'y a pas eu de record officiel. Premièrement, les courses sur le lac Muroc se déroulent dans un format unidirectionnel. Deuxièmement, pour que le record soit reconnu, la tentative d'établissement de la vitesse doit être effectuée sous la juridiction de la FIA ou sous la juridiction d'un agent désigné. De plus, la tentative doit être effectuée dans les 2 sens sur le même tronçon de terrain en l'espace d'1 heure. Aucune de ces conditions n'a été respectée. De nos jours, ce Streamliner est exposé à la Smithsonian Institution. Et aussi, 3 ans plus tôt, le 12 juin 1976, Kitty Anil, une pilote sourde et cascadeuse sur le CMI Motivator dans le désert d'Alvord, a atteint la vitesse de 843,323 km/h. Vitesse moyenne sur 2 passages dans les 2 directions. Cela a fait de Kitty O'Neill la femme la plus rapide du monde. Son record n'a été battu par une autre femme qu'en 2019. À la sortie de la section de contrôle, lorsque Kitty a coupé le moteur, elle filait à 994 km/h et pendant la course, le moteur ne délivrait que 60% de sa puissance. Dans une interview après la course, Kitty a déclaré ceci à propos de sa surdité. « Mon handicap m'aide à mieux ressentir les vibrations et m'empêche d'être distrait par le bruit. Je peux mieux me concentrer et mon équilibre intérieur est plus stable. » Il faut aussi dire quelques mots sur le revers de ce record. En 1976, William Frederick a terminé la construction de la voiture à réaction SMI Motivator, qui était conçue pour atteindre la vitesse du son sur Terre. Connaissant un grave manque de moyens, il a vendu le droit exclusif de piloter ce bolide pour $50 000 à 2 pilotes et cascadeurs. Kitty O'Neill, elle a investi $20 000 et Henry Needham, sa part était de $30 000. Kitty était prête pour d'autres tentatives et avait l'intention de franchir la barre des 1000 km à l'heure de vitesse moyenne, et le Streamliner à réaction le permettait. Cependant, Needham et d'autres sponsors de la voiture à réaction ont commencé à presser Frederick d'arrêter les tentatives de Kitty. La raison officielle invoquée était le prétendu non-respect par Frederick des conditions du contrat avec Needham. Les contrats étaient beaux rédigés de telle sorte que Kitty avait le droit exclusif de battre le record de vitesse féminin, tandis que Needham détenait celui du record masculin. En fait, les principaux bailleurs de fonds pensaient qu'il n'était pas approprié qu'une femme soit la personne la plus rapide sur Terre. Sous la menace d'un procès de Needham et de la perte de son financement, Frederick a littéralement, à la dernière minute avant le départ, sorti Kitty de la voiture prête à démarrer et l'a écartée des tentatives. Voilà comment ça s'est passé. C'est une histoire assez louche et désagréable. Il arrive aussi que des actes de sabotage se produisent dans le domaine de l'établissement de records, et l'un d'eux est lié à CMI Motivator. En 1977, Needham a tenté d'établir un record.
À la troisième tentative, les 3 parachutes de freinage sont restés fermés et la voiture a creusé une tranchée de plusieurs centaines de mètres dans le sable, subissant de gros dégâts. Il s'est avéré que des conteneurs contenant les parachutes pour les courses avaient été remplis d'acide par un employé de l'entreprise qui les fabriquait, en violation des règles et contre de l'argent, à la demande d'une équipe concurrente visant le record. Depuis 1965, les streamliners à réaction, y compris ceux à 3 roues, sont classés dans la catégorie des automobiles et leurs records sont réglementés et homologués par la FIA. Mais à ce moment précis, la FIM reconnaissait le bolide Spirit of America comme une moto, ce qui signifiait que la vitesse de 846,961 km/h était homologuée. Voilà les subtilités de la classification. Les avis divergent sur ces fusées à 3 roues et leurs records. Atteindre une telle vitesse exige cependant beaucoup de courage, de risque et de chance. Oui, 3 roues offrent une plus grande stabilité et un certain avantage pour atteindre une vitesse plus élevée. Et à mon humble avis, il ne faut pas mettre dans le même groupe les résultats des bolides à 2 roues et ceux à 3 roues. D'ailleurs, la FIA a déjà tranché cette question en 1965. Au moment où je travaille sur ce sujet, en septembre-octobre 2025, la moto la plus rapide au monde, avec une transmission mécanique du couple du moteur aux roues, reste la Top One Hack Attack, pilotée par Rocky Robinson, avec un record de 605,697 km/h. Le record a été établi en 2010 et tient déjà depuis 15 ans. À notre époque moderne, et même un peu plus tôt, le chiffre convoité pour les démons de la vitesse est devenu 400 miles à l'heure. C'est une limite symbolique qui correspond à peu près à 640 km à l'heure. L'homme qui franchira cette limite sur 2 roues inscrira à jamais son nom dans l'histoire. Mais sur la route vers les vitesses maximales possibles, les pilotes, les ingénieurs et les équipes sont confrontés à de nombreux défis à relever. Depuis 50 ans, les motos streamliner ont peu de points communs avec leurs homologues civils. Ce sont en fait des fusées sur roues. Moteur biturbo, empattement long, stabilisateur escamotable, parachute et une conception de carénage digne des meilleurs exemples de l'industrie aérospatiale. L'époque où les records étaient établis par des passionnés, des solitaires ou de petites équipes obsédées par la vitesse, avec des budgets minimes, une bonne moto et la flamme au cœur, est révolue depuis longtemps. Les tentatives de records modernes sont extrêmement coûteuses, et chaque kilomètre supplémentaire de vitesse est obtenu au prix d'efforts considérables. Une aérodynamique parfaite et un moteur plus puissant ne garantissent pas le succès. Les facteurs limitants sont souvent le vent latéral, l'état de la surface de la piste, la limite de résistance des pneus, et ainsi de suite. Après 2010, il y a eu des tentatives pour battre le record de Rocky Robinson, et même l'équipe Hack Attack a essayé d'améliorer son résultat. En 2016, Guy Martin, célèbre et charismatique participant du Tourist Trophy sur l'île de Man, a participé à des tentatives de record sur la moto Triumph In4 Rocket Streamliner, d'ailleurs construite par Dennis Manning. Guy a atteint une vitesse de 444,7 km/h, faisant de cette machine la Triumph la plus rapide de toute l'histoire. Mais le record absolu était encore loin. Entre 2017 et 2024, plusieurs équipes ont tenté leur chance. Certaines d'entre elles ont proposé des idées concernant des lieux alternatifs pour les tentatives de record. Par exemple, le Salar de Uyuni en Bolivie est envisagé pour cette tâche. En particulier, en août 2017, Mike Akatif a amené la moto Hack Attack là-bas pour tenter d'établir un nouveau record. En 2025, le pilote américain Chris Rivas, un coureur expérimenté de dragster moto, a annoncé son intention d'atteindre 400 miles à l'heure lors des épreuves Bonneville Motorcycle Speed Trials. Elles se sont déroulées du 23 au 28 août, ambitieux. Peut-être que Chris est si confiant en ses capacités parce qu'il pilote le Streamliner BAP7 conçu par le légendaire Dennis Manning. Cependant, l'année 2025 n'a pas été très favorable à cet événement en termes de conditions météorologiques. Et plusieurs participants n'ont pas pu exploiter pleinement leur potentiel, ni celui de leur machine. Parmi eux, Chris Rivas. En date du 28 août 2025, le record de Robinson établi sur l'Hack Attack en 2010 reste toujours en vigueur. Chris dit que la barre des 400 miles est son objectif, mais il ne se précipite pas et la sécurité est la chose la plus importante dans cet événement. Quant aux motivations de Manning, elles sont assez faciles à comprendre.
Il est obsédé par le record et dit ceci : « J'ai consacré toute ma vie à cela. Pour moi, ce n'est pas la vitesse qui compte, mais le record. Peu importe à quel point il est trop rapide, il faut aller encore plus vite. Ce n'est pas une course. Tu essaieras de battre un record et il n'y a pas de deuxième place. Et soit tu le détiens, soit tu ne l'as pas. » L'histoire des records de vitesse absolue à moto a parcouru un long chemin. Depuis 60 km à l'heure sur un vélo à moteur à vapeur qui s'est terminé par une crise cardiaque et la mort, jusqu'à 605 km à l'heure sur un bolide en forme de cigare, ultra puissant et technologique. Quelle vitesse absolue les motards atteindront-ils à l'avenir ? Seul l'avenir nous le dira. Il n'est pas exclu que dans les prochaines années, nous soyons témoins de l'atteinte du cap des 400 miles à l'heure. Ou peut-être que ce processus prendra des décennies. Écrivez ce que vous en pensez. Et sur ce, mon court récit touche à sa fin. Bien sûr, nous n'avons examiné que les records de vitesse absolue et, pour être honnête, de manière assez superficielle. Mais il existe aussi des records, dans différentes catégories et disciplines, ainsi qu'une multitude d'histoires et d'événements intéressants. Je vous remercie de votre attention. Soutenir mon travail n'est pas si difficile. Partagez ce récit avec vos amis et connaissances. Et mettez un like et laissez un commentaire pour que YouTube le recommande plus souvent. Vous pouvez aussi soutenir financièrement via les coordonnées indiquées dans la description. C'était la chaîne Crasmoto. À bientôt.